Salam à tous. Salam Antoine. On se Ouais, retrouve voilà. aujourd'hui pour la deuxième session, un peu différente cette fois-ci parce qu'on va parler du projet, de l'aboutissement du voyage qui a créé Inaya Permaculture. Ouais. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus du projet et puis pour expliquer un petit peu tout ce que le voyage a permis et vous a permis en réflexion pour aboutir à ça. Alhamdulillah. Bismillah. Je m'excuse, je pense que Kadi va me rejoindre. Là, pour le coup, on est un peu plus tard qu'hier, donc les filles sont en train de se coucher. Pardon. Et, euh, et j'espère voilà, aussi que c'était pas trop frustrant hier pour ceux qui n'ont pas pu suivre voilà, le voyage jusqu'au bout, Inch'Allah, mais je pense qu'on a donné en tout cas des clés. On a essayé en tout cas de donner des clés qui étaient des éléments, des concepts, des valeurs qui nous ont accompagnés pendant tout ce voyage et donc qui ont en effet abouti à là où on est aujourd'hui, à ce qu'on fait aujourd'hui et qui est, on l'espère en tout cas, un prolongement logique, d'une part de notre activité précédente, donc l'associatif, l'humanitaire, et avec les limites parfois qu'on trouvait dans cette activité. Souvent, lorsqu'on travaille dans ces associations, on a un peu cette impression de parfois mettre un pansement sur une blessure plus grande, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois, et que voilà, beaucoup des projets, que ce soit parfois des projets de creusage de puits, par exemple, c'est un exemple assez connu, lorsqu'on fait des campagnes en Afrique subsaharienne ou ailleurs, on revient un an après et 60-70% des projets ont capoté parce que les gens ne se sont pas appropriés le projet et parce que voilà, on a juste à nouveau amené du matériel, des moyens, mais qu'on n'a pas pris le temps d'impliquer les personnes, d'observer vraiment en détail à partir de la terre à nouveau comment ces gens vivent, comment ils opèrent, quelles sont leurs mentalités. Donc la permaculture, on le dit souvent, c'est pas que l'agriculture permanente, c'est aussi la culture permanente. Donc c'est une réflexion qui à nouveau nous accompagnait dans le voyage qu'on a fait, c'était de voir vraiment la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui, des projets qui pouvaient être en cours avec cette dimension humanitaire, puisqu'elle faisait partie de notre activité déjà, de changer un peu de lunettes en intégrant, en vraiment ayant cette idée de partir de la base. Voilà, de repartir de la base, c'est-à-dire repartir de la terre, que des grosses problématiques actuelles au niveau mondial, c'est l'érosion des sols, c'est la perte de fertilité de nos sols. Comment, au final, on veut nourrir une humanité, c'est vrai, qui est croissante, si on perd des sols et si on perd en qualité, tout simplement. Donc, c'est ça qui a à nouveau poussé plus loin cette réflexion sur l'humanitaire, sur l'engagement humanitaire. C'est-à-dire, OK, jusqu'où on peut aller? Et avec cette phrase, qui est un slogan qu'on entend souvent, mais qu'on essaie vraiment de mettre en œuvre, c'est plutôt que de donner du poisson, c'est apprendre à pêcher. Donc c'est vraiment aujourd'hui, voilà. Donc Vraiment le fondement de la base en fait de votre démarche, de ouais, par votre expérience humanitaire avant. ouais, Donc tu disais tout ce qui était construction des puits, puis aussi les expériences que vous avez dû voir aussi autour de vous. Et pendant ce voyage, vous avez eu accès donc à la permaculture, à la compréhension de la permaculture, et vous vous êtes dit ça pourrait venir résoudre un petit peu le problème qu'on peut trouver dans l'humanitaire parce que ça vient sur certains plans qui sont souvent occultés dans l'humanitaire. oui. Enfin, je ne vais pas m'attarder, c'est pas pour refaire le procès de l'humanitaire euh, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, qui ont été bien Oui. faites. Mais c'est vrai qu'on sentait, nous là aussi, peut-être qu'on pouvait aller un peu plus loin dans cette démarche-là. Je vais me faire aussi, voilà, parce que c'est quelque chose pour moi qui doit être un rappel permanent à nouveau,
c'est pas pour rien qu'on dit que le plus grand djihad, c'est le djihad al-nafs, que voilà, le plus grand combat, c'est le combat contre l'ego, contre soi-même. Et j'ai parfois, dans les associations humanitaires, rencontré les égos les plus démesurés que j'ai pu croiser. Parce qu'en fait, on a très vite aussi, et ça c'est un travail là aussi à faire vraiment au quotidien, mais très vite cette notion que on fait quelque chose de bien, alors on sait, et on est là, et forcément les autres vont comprendre ce qu'on fait, et vont forcément agréer à ce qu'on fait. Donc voilà, le NAF, l'ego en particulier dans ces métiers-là, il a particulièrement travaillé et observé. Et donc ça fait partie aussi de notre démarche. L'humilité, c'est Pierre Rabhi qui dit souvent ça, l'humilité et l'humus, c'est la même racine. Donc revenir à la terre, là aussi, c'est quand même un outil qui nous est donné de revenir vraiment très humblement lorsqu'on essaie d'aider quelqu'un dans ces circonstances-là, de se souvenir que, en effet, souvent ils savent mieux que toi, qu'on arrive souvent avec aussi une vision très colonialiste, en fait, même de la permaculture. Ça existe encore à nouveau, ça existe aussi dans la permaculture. C'est nous les Blancs qui avons inventé ça, donc c'est nous qui savons mieux. Donc on est très attentifs à ce niveau-là. Donc, bref, je te donne un peu le contexte global, toutes les réflexions qui nous accompagnaient et qui nous ont du coup poussé à, c'est vrai, développer. Juste pour refixer un petit peu au niveau du contexte, donc vous avez terminé votre âge, vous voulez vous installer du coup en Jordanie, vous avez trouvé votre petit pied-à-terre. Alors, c'est la Jordanie, du coup, c'est un peu imposé par rapport à cette réflexion qu'on avait, parce qu'il y a la Jordanie est à côté de la Palestine. Il y a énormément de camps de réfugiés, notamment. La Jordanie est un grand camp de réfugiés, finalement, à ciel ouvert. Il y a plus de la moitié de la population jordanienne qui est palestinienne. Donc, il y a beaucoup d'ONG qui sont présentes aussi ici. Et puis, il y a aussi tout de par l'histoire de la Jordanie, il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis, qui sont revenus, et qui ont aussi, du coup, une sensibilité, en fait, à l'environnement, à l'écologie, peut-être plus grande dans d'autres pays environnants. Et donc, c'est ça dont on s'est rendu compte. On a passé, lors du voyage du Tour du Monde qu'on a fait, on a passé 6 mois, finalement, ici. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, suffisamment pour peut-être, nous, trouver notre place ici. Qu'il y avait un marché, entre guillemets. Donc là, on va parler en termes un peu entrepreneurial, parce que c'est aussi ma formation. Enfin, je viens de là, moi j'ai fait une école de commerce à la base. Donc, et j'ai voulu prendre là aussi des outils qui, pour moi, fonctionnent dans ce domaine-là. Et donc, de parler même plus aujourd'hui, donc là aussi c'est un peu galvaudé, mais le terme d'entrepreneuriat social, en tout cas d'entreprise sociale, me parle dans le sens où il y a des outils qui sont nécessaires pour moi pour faire tourner une entreprise qui, en effet, a vocation à aider l'être avant d'être là pour le profit, ça c'est sûr. Mais il y a clairement, en tout cas, des choses positives à en retirer. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se présente, donc Inaya, qui est notre structure, Inaya Permaculture, on se présente comme ONG, mais avec vraiment ce penchant pour l'entrepreneuriat social, pour développer et aider à développer des projets de permacole, avec la partie justement du business plan, avec la partie de l'étude de marché, avec vraiment aller jusqu'au bout de la logique pour développer des projets qui soient réellement pérennes, qui n'ont pas besoin en permanence d'être de subventions, de dons importants, d'être sous perfusion en permanence. C'est ce challenge en fait qu'on essaie de relever ici. Et avec quelques réussites. Et puis, justement, ça va être peut-être l'occasion d'en parler de notre propre modèle, pour vous donner un exemple de ce que ça peut signifier, justement, un modèle plein, on va dire, en permaculture, qui notamment reprend les 3 éthiques de la permaculture. Donc, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, mais peut-être de rappeler un peu ce que c'est que la permaculture. Alors, juste avant, j'avais une petite question sur... je me permets, du coup, c'est ma question. Pendant tout ce voyage, vous nous avez parlé du fait de votre
en vie. Et le but du voyage, c'était vraiment de vous former, vous, en tant que khalifa sur Terre, en tant que de prendre conscience, enfin vraiment de prendre conscience de cette responsabilité. Est-ce que votre projet, il s'est tourné aussi vers cet objectif-là, de pouvoir donner la chance aux gens de vraiment comprendre grâce à la permaculture, et on va voir ce que c'est aussi la permaculture et comment ça peut nous donner cette conscience de notre responsabilité par rapport à la Terre. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là? Oui, enfin, je dois être sûr que j'ai bien compris la question. Si tu veux peut-être la reformuler, ça fait partie de Du justement coup, est-ce que l'objectif, par exemple, de votre voyage, qui était de vous former en tant que khalifa sur Terre et de vraiment de comprendre cette responsabilité, est-ce que vous l'avez transposé dans ce projet Inaya, permaculture, pour à la fois donner les clés aux personnes de s'autodéterminer par elles-mêmes, mais en même temps aussi de pouvoir voilà. faire ce voyage à travers la permaculture? Si on veut être crédible, même en tant que, voilà, que formateur, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tant que consultant, en particulier dans la permaculture, il faut commencer par soi. Donc ça a été vraiment notre démarche de trouver un endroit où on a pu développer à notre petite échelle un système, un design en permaculture. Donc c'est une notion qui est clé en permaculture, la notion de design, et qui passe par l'humain, qui passe justement par la permaculture humaine. C'est comment on s'établit dans un endroit avec une communauté, autour ou au sein d'une communauté, alors qui peut être à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville. Enfin, il y a plein de niveaux de communauté. À l'échelle d'une famille, la première communauté, c'est évidemment la famille. Donc, c'est clairement, voilà, il faut. Pour nous, c'était important d'être exemplaire à tous ces niveaux-là. Donc, oui, on a, alhamdoulilah, pu mettre en place pas mal de systèmes permacoles déjà au sein de notre vie. Et à nouveau, et plus on le développait, plus on sentait que ça correspondait bien à l'éthique qu'on a en tant que musulman. Et plus on découvrait évidemment, plus on approfondit en fait, et on n'arrête jamais. Mais plus on s'inspire, en tout cas notamment de la voie prophétique, quand on regarde aussi vraiment en détail, subhanallah, juste pour donner un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens aujourd'hui le décriraient comme un hippie, je pense, ou je ne sais pas ce qu'ils trouveraient comme terme. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux animaux, il parlait aux arbres, il parlait aux rochers. On a plusieurs exemples, il y en a qui sont très connus, celui du tronc de palmier sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa khutbah, son prêche, jusqu'à temps qu'on construise un minbar pour lui. Et lorsqu'il a quitté le tronc, on a entendu l'arbre pleurer. Subhanallah. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de réactiver ça aussi chez nous en tant que musulmans. C'est la création autour de nous, elle est signe, tout est signe, et elle nous parle. Subhanallah. Alors, on n'est pas tous à ce niveau-là, mais alhamdoulilah, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir des expériences fortes de ce type-là, notamment lorsqu'on est dans des milieux hyper arides, ou lorsqu'on arrose une plante, on sent vraiment la gratitude de cette plante. Et voilà ce que ça signifie d'apporter la vie dans ces endroits-là. Donc, alhamdoulilah, c'est vraiment au cœur de notre tradition. Et je trouve que ça, il faut juste bien insister là-dessus, Inch'Allah. On va passer à la présentation d'Inaya et peut-être de la permaculture. Ou tu peux faire la permaculture et Inaya, c'est comme tu souhaites. Déjà, peut-être définir les termes. Alors, Inaya, justement, ça vient du Coran. Ça vient de Inayatullah, c'est-à-dire la sollicitude de Dieu pour sa création et ses créatures. Donc, c'était alors pour la petite anecdote, en effet, c'est le prénom de notre fille, mais c'est pas nous qui avons choisi. On a choisi le prénom de notre fille, je vous rassure. Mais ensuite, notamment notre cofondatrice qui ont cherché un nom pour la structure et qui ont dit mais
il n'a rien, quoi. Ça, voilà, c'est évident. Et donc voilà, on a voulu justement déjà dès le départ rappeler donc dans cette notion de miséricorde, du regard bienveillant, voilà, que le Créateur porte sur cette créature. Donc là aussi, c'était vraiment au cœur de notre foi. Et donc ce message, voilà, il s'adossait très très naturellement à l'idée de permaculture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, permaculture, c'est l'agrégation aussi de deux termes. Permanent agriculture, donc l'agriculture permanente, l'agriculture durable, que ensuite, voilà, en développant, il est devenu en fait la culture permanente, puisque voilà, une culture saine, elle se développe grâce à une agriculture saine. Pour la petite histoire, voilà, l'agriculture, elle a commencé où? Elle a commencé là où on est aujourd'hui, hein, dans la vallée du Jourdain. Les traces les plus anciennes, c'est la ville de Jéricho, qui est juste en face de chez nous, où on trouve les traces les plus anciennes d'agriculture, et donc de culture et de civilisation. Donc voilà, permaculture. Et puis aujourd'hui, on rajoute pour beaucoup à cette notion de permaculture la notion d'agriculture régénérative. Donc, comment régénérer des sols. Et donc, ici, il y a plein de définitions qui sont données à la permaculture, mais celle que j'aime bien, c'est celle qui est de l'ordre de comment justement régénérer l'humain en régénérant les sols. Tout en régénérant les sols, plutôt. Voilà. C'est-à-dire qu'on a souvent fait l'un, mais au détriment de l'autre. Et là, que ce soit les deux qui aillent de concert, et c'est voilà, c'est toute la tentative qu'on a ici et qu'on essaie de développer en formant donc des petits califes sur terre, Inch'Allah. C'est notre activité principale aujourd'hui. Nos activités principales, c'est donc la formation. Donc en Jordanie, dans la région, et auprès donc de populations un peu de tout le Moyen-Orient maintenant, certains qui viennent nous voir ici pour se former. Et puis, alhamdoulilah, depuis maintenant 1 an et quelques, en France également. Donc, on est sollicité et on a donc déjà donné plusieurs formations en France, à côté de Paris, dans le parc de Saint-Cloud. Donc là aussi, ça a beaucoup de sens pour nous de pouvoir revenir rapporter ces compétences-là auprès de nos compatriotes, auprès de nos congénères, nos frères et sœurs aussi en islam, notamment parce qu'il y a un lien très fort entre les parcours d'immigration que beaucoup de nos frères et sœurs ont pu vivre, que ce soit eux ou leur famille, et du coup un sentiment d'arrachement à une terre, et la réappropriation de ce rapport à la terre dans un nouvel endroit. Donc voilà, pour être plus clair, beaucoup, on a eu plusieurs exemples, et notamment à l'îlot des Combes, qui était un lieu qui a été vraiment fondé avec cette idée-là en tête, de personnes qui, parce que depuis leur enfance, on leur dit qu'ils ne sont pas français, moins français que les autres, ne se sentaient pas forcément impliqués dans leur société telle qu'ils devraient peut-être l'être. Et le fait de les reconnecter à la terre, et vraiment physiquement d'être ancrés à nouveau, et non pas sur du béton et déconnecté, a pu déclencher vraiment des vocations. On le voit souvent. Et donc on est vraiment, enfin, c'est peut-être des plus grandes joies de voir les gens changer. Je sais que Jean-Philippe a fait une intervention, et vous en avez parlé ensemble. Lorsqu'on amène des jeunes, donc on a la même chose ici, lorsqu'on travaille avec des jeunes ici, de les voir changer, se transformer, et parfois très très rapidement. C'est sans doute une des plus grandes récompenses pour nous. Et même soi-même, au fond, je pense que quand on est en contact aussi, au fur et à mesure, et qu'on prend notre rôle, notre responsabilité vraiment au sérieux, on se sent changer aussi à travers le contact de la terre, le contact des plantes, etc. Donc c'est vrai que c'est très égoïste, hein, forcément, quoi. Ouais, ça doit commencer à nouveau par soi, de toute façon, à nouveau, pour être cohérent
il faut que ce soit voilà, un parcours personnel qui se fait à nouveau en transition. On ne change pas de style de vie du jour au lendemain, ça je le rappelle souvent. Et donc, ça fait partie aussi des formations qu'on donne. On fait de l'accompagnement aussi de familles, notamment, qui sont en transition. Et ça, c'est un travail aussi qui est très, très, très gratifiant, de voir là aussi, de prendre une famille et avec chacun leur profil, chacun leurs intérêts pour certaines choses et pas pour d'autres, mais arriver à trouver une strate commune, un fond commun sur lequel ils peuvent avancer. Et donc là, c'est des formations en plus vraiment plus personnalisées aussi qu'on peut donner. On prend une famille pendant une semaine, par exemple, et ils ont un enseignant qui est là pour eux, qui va vraiment travailler en profondeur à leur design, justement. Donc là, si on revient sur la définition aussi de la permaculture, parce que finalement, c'est rien de nouveau, la permaculture, je le dis souvent, c'est en fait une agrégation là, de savoirs anciens, de bon sens, que toutes les traditions, en fait, vraiment dans le monde entier, avaient. On retrouve les mêmes pratiques, souvent d'ailleurs d'un continent à l'autre. La seule, je dirais, peut-être innovation que la permaculture apporte, c'est cette idée de retirer de tout ça une méthode de design. Donc on parle souvent de design en permaculture, de design fonctionnel. Je ne rentrerai peut-être pas trop dans le détail là, mais il y a des principes derrière qui permettent donc de prendre une terre, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être votre balcon, ça peut être votre toit, ça peut être en bas de chez vous, ça peut être chez vous, ça peut être même en vous. Il y a la permaculture à niveau humain, comme on disait, la zone 0-0, on l'appelle parfois, et de mettre des principes en action pour dessiner, concevoir un modèle qui correspond à nous, à la situation dans laquelle on est. Et d'ailleurs, je crois que nous voici avec Ali. Ça a commencé? Oui, ça a commencé. Alors, on accueille Kadi. Et du coup, ça répond un petit peu. Ça va être comme Kadi. Salam, coucou. Ça va, vous l'avez bien? Alors, on a un petit peu avancé depuis tout à l'heure. Du coup, là, on en est à la présentation un petit peu de vos, des grands points, des grands axes d'action d'Inaya. Et on parle un petit peu aussi permaculture et de design. Là, il y a une question donc de Ali Ben qui demande, puisque vous êtes dans une région aride, ouais. Lui vient aussi d'une région aride, est-ce que vous vous êtes penché sur les méthodes d'irrigation? Donc, si on suit un petit peu ce que tu disais, la permaculture, donc c'est toutes les méthodes un petit peu ancestrales d'agriculture ou d'agriculture, et l'irrigation en faisant partie. Est-ce que vous avez plusieurs méthodes en fonction du sol? Comment ça se passe au niveau des méthodes d'irrigation? Tu veux répondre? Je te laisse. Déjà, salam alaikum. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps. Il fallait aller coucher les petites princesses. Donc je prends un peu en cours, je ne sais pas trop ce qui s'était dit avant, mais par rapport à la question par rapport à la question technique en milieu aride, en fait, la permaculture permet justement de pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement, dans n'importe quelle condition. L'idée, c'est de pouvoir prendre le savoir-faire en observant la nature et le lieu qui est le nôtre autour de nous. Et donc, pour les milieux arides, en fait, chaque milieu a ses conditions particulières. Et il y a un choix immense de techniques ou d'outils qui peuvent être utilisés selon la problématique du lieu, en fait. Donc, la première étape, c'est d'abord de se dire, OK, je me pose, je regarde où je suis, quelles sont les conditions dans lesquelles je suis, à tous les niveaux. Et ça permet de pouvoir se poser, s'ancrer, respirer, s'intégrer dans l'endroit où on est,
un peu plus parce qu'on a toujours tendance à faire les choses un petit peu trop rapidement et à zapper un petit peu et à prendre des décisions trop rapides. Mais en fait, la permaculture te pose, t'oblige à te poser et à te dire, OK, où je suis, qu'est-ce qui se passe, et à devenir un peu plus humble aussi. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui contrôlons tout, c'est pas nous qui connaissons tout, mais de prendre ce qu'il y a autour de nous et d'être satisfait de ça et d'essayer avec le meilleur du passé et le meilleur du présent. C'est souvent comme ça que je présente la permaculture. Toutes ces connaissances et ces aptitudes qui ont été développées depuis quasiment la nuit des temps et qui sont encore développées grâce à ce qu'on connaît de la technologie, mais dans la manière positive de l'utiliser. Et donc, d'utiliser ces deux-là pour faire un meilleur futur, pour améliorer cet espace, pour nous améliorer, pour améliorer l'environnement autour de nous et pour améliorer la vie sur cette terre. Donc c'est un peu général comme réponse, mais justement, en fait, les formations sont là pour ça, pour pouvoir donner un peu plus de détails plus précis et entrer un peu plus dans le vif du sujet, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a tellement, voilà. Enfin, il y a, en effet, clairement, lorsqu'on est en milieu aride, la première chose qu'on va regarder, c'est l'eau. C'est comment récolter la moindre goutte d'eau qui tombe sur une terre pour pas qu'elle s'échappe, en fait. Surtout comment la garder. Comment la garder, la conserver, la capter. Et donc pour ça, voilà, il y a une multitude de techniques. Là aussi, enfin, faut mieux peut-être pas rentrer trop dans le détail à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est technique, on va inviter les gens à connaître un petit peu plus et à aller vous visiter pour ça. Alors, je prends juste du coup une deuxième question. Et ensuite, on fera peut-être la petite vidéo pour présenter Inaya. Et ensuite, on repartira un petit peu sur les grands axes que vous avez développés, ce qui est mis en place sur place. Et... Vous avez déjà évoqué la genèse un peu d'Inaya Permaculture, c'est ça? Ouais. Oui, alors tout ce qui était concept, comment est-ce que c'est venu, etc., on est passé à travers ça un petit peu. Est-ce que il y a quelque chose qui était important pour toi que tu voulais nous partager? Je ne sais pas ce qui s'est dit, donc du coup, je sais. C'est tout. Mais ce qui est vraiment essentiel, en fait, c'est que, déjà, la graine était plantée avant même ce voyage, puisque quand on a décidé de partir, l'idée, c'était d'acquérir ce savoir, le savoir du califat sur Terre, comment être le plus autosuffisant possible, pouvoir subvenir à nos besoins dans n'importe quelle circonstance, mais surtout de vivre en harmonie avec cette planète. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir le partager. Donc, Inaya Permaculture était déjà née à ce moment-là. Et il y a eu l'épisode juste avant notre départ avec Jean-Philippe et Ilham qui nous avaient sollicité avec un petit groupe d'amis pour voir comment est-ce qu'on pouvait contribuer à faire en sorte que cette planète soit, en tout cas la France, soit un meilleur lieu de vie pour tout le monde. Et c'est là que Lilo est aussi né. Et donc, du coup... je voulais juste compléter par rapport à ce qui a été dit hier, où on avait parlé de cette notion de tawakkul, de se laisser porter par Allah Azza wa Jal. Et en fait, il y a cette image qui revient souvent, qui est celle relatée par le Coran, où Marie, alayha salam, Mariam, était en train d'accoucher de Issa. Elle était en douleur et elle était complètement seule, quasiment démunie. Et au moment où elle était le plus dans le désespoir, Allah lui dit Mariam, il y a un palmier derrière toi, pousse-le et prends des dattes qui vont en tomber. Elle était enceinte, donc pour celles qui sont passées par là, ou même celles qui ne sont pas passées par là, on sait très bien que c'est pas le moment où on a le plus de force. Et puis un palmier, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir ou pas, mais un palmier dattier, c'est faut y aller. Il faut même être peut-être 2-3 hommes pour essayer de le secouer et encore de le faire bouger. Ça, c'est assez difficile. Mais en fait, elle avait besoin de ce réconfort, elle avait besoin d'énergie, etc. Et il lui a demandé, pousse
cette arme, ce qui était une chose quasiment pas possible, mais elle a fait le geste et il lui a donné le fruit de ce geste. Donc en fait, l'idée c'est d'être en pleine confiance et de faire les causes. C'est pas tout va me venir du ciel et je m'endors et je fais j'attends la bouche ouverte que les choses me tombent dessus. En fait, non. Et c'est aussi de là que vient Inaya Permaculture. C'est en fait la transition. En fait, c'est voilà. Quelle est la cause que je peux faire pour essayer de subvenir à mes besoins, et d'aider au maximum d'autres et nos enfants aussi à pouvoir être de meilleurs. Le mot représentant, c'est pas vraiment le mot, mais à pouvoir mieux vivre en harmonie dans cette création. Donc, en gros, c'était ça. Merci beaucoup pour ton partage. Alors, du coup, on reprend rapidement donc un petit peu les grands axes d'Inaya Permaculture. Donc, vous accompagnez les familles en transition pour retrouver une autonomie. Donc, des familles soit de réfugiés en Jordanie, soit qui repartent aussi là-bas un petit peu. Comment ça se passe? On n'a pas entendu. Déjà, ça coupe un peu. Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Ça coupe. Ouais. Oui, ça coupe. Désolée. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas toi. Alors, j'ai vu la technologie. Oui. Donc la question, c'était les familles qu'on accompagne. Non, c'était les axes de travail d'Inaya Permaculture, voilà. C'est ça? D'accord. Vous faites de l'accompagnement de famille en transition pour retrouver une certaine autonomie, qu'elle ne soit plus dépendante, par exemple, soit de l'aide humanitaire, soit des denrées que l'État apporterait ou ce genre de choses. Également, vous faites aussi donc de la formation sur place, donc soit de populations réfugiées qui vivent en Jordanie parce qu'on accueille beaucoup de réfugiés, soit qui repartent aussi un petit peu pour reformer ensuite. Alors je vais préciser parce que en fait c'est vrai que là on va rentrer un tout petit peu dans le détail. En fait quand on parle de réfugiés, on a parfois des images qui correspondent en fait à une petite partie de la réalité. Là, pour vous donner un exemple, ici en Jordanie, et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo après, donc c'est l'occasion d'en parler. En Jordanie, il y a des personnes qui sont réfugiées, en situation de réfugiés depuis 70 ans. Les Palestiniens, les premiers à avoir quitté donc après la Nakba en 1948, ils sont là depuis depuis extrêmement longtemps. Et donc, ils ont eu en fait le temps de s'établir, entre guillemets, dans des zones qui ne ressemblent pas forcément à l'image qu'on a du camp de réfugiés. C'est pas forcément juste la tente connue. C'est des villages en dur, parfois, qui sont construits, des communautés qui sont développées, qui sont quand même pour autant, et là aussi, il y a plein de cas différents, qui sont limités, justement, donc soit dans leur déplacement, soit dans leur statut, donc ils peuvent plus ou moins parfois sortir ou pas sortir de ces camps, travailler, pas travailler. Il y a plein de stades différents et puis qui font des enfants aussi, donc qui eux grandissent dans ce pays-là ou qui ont encore accès à autre chose. Donc il y a une population très diverse. Donc on essaie de pas juste on va dire trop la caricaturer. Ça c'est un point important. Et après c'est vrai que c'est une partie, et c'est une partie seulement du public auquel on s'adresse, parce que dans notre modèle justement, donc le modèle qu'on développe, il y a cette idée de former des gens d'offrir des formations qui peuvent être payantes pour certains, et à un prix suffisant pour pouvoir financer d'autres formations gratuites pour d'autres.
et d'avoir justement donc, des groupes où, sans savoir forcément qui est qui, mais on peut faire se coexister aussi des publics différents, puisque voilà, on a aussi un public ici de personnes aisées, mais qui sont intéressées par la permaculture, qui veulent se former. Et donc, c'est aussi un moyen de trouver notre équilibre économique grâce à ces différents publics. Et donc, par exemple, les familles qu'on prend en tutorat, justement, c'est souvent des familles quand même plus aisées qui ont les moyens là, de payer un prof particulier, entre guillemets, pendant un temps. Et après, il y a des profils, à nouveau, il y a des communautés avec lesquelles on travaille, donc ça, c'est encore autre chose. Et il y a en tout cas ce côté, donc le côté consulting, on va dire, le conseil qu'on peut faire auprès de porteurs de projets. Et où là, il y a une partie formation, forcément, mais il y a aussi vraiment la partie design dont je parlais tout à l'heure, qui prend plus de place, où on va travailler à des temps longs, hein, c'est long, hein, un design, à développer et au final à fournir un plan directeur pour que la personne puisse développer son projet. Et on peut aussi, et c'est aussi une de nos activités, c'est aider à développer ce projet, à la mise en œuvre donc de projets divers et variés. Il y en a eu pas mal déjà qui ont été faits depuis qu'on est là. Des fermes auprès desquelles on a passé du temps, où on a vécu justement pour les accompagner dans ces projets-là. Il y a eu il y a la communauté dans laquelle on vit aujourd'hui, Inch'Allah, qui a une importance particulière forcément. Il faut donner plein d'exemples, mais on verra peut-être un petit peu après la vidéo pour reparler un petit peu de tout ça. Alors, il y a une dernière question. Alors, cette question, elle concerne la propriété collective. Est-ce que vous avez pensé à comment la réintroduire, la relancer et l'utiliser? Introduire quoi, pardon? La propriété collective, donc le concept de Waqf. Pas si je le prononce. Le Waqf, oui, ça c'est un peu différent. C'est pas la propriété collective. Enfin, comment on appelle ça en français? C'est l'équivalent d'un fonds de dotation, on va dire. C'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas, du Waqf. Alors, le Waqf, c'est un outil extrêmement important dans l'histoire de la civilisation musulmane. Donc ça, c'est juste un rappel. C'est comme ça qu'on a construit les premières universités, les premiers hôpitaux. C'est comme ça que vraiment la civilisation musulmane s'est développée, et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, pour ce type de projet aussi. Donc c'est souvent, lorsqu'on fait des propositions, on propose la mise en place d'un Waqf pour financer par le biais donc, de la Sadaqah Jariyah. En fait, c'est la personne qui donne un terrain, par exemple, ou qui donne, on donne l'exemple de l'arbre aussi, quoi, qui donne au Waqf, tout ce qui va être produit va nourrir, va être donné en charité, mais va revenir à la personne. C'est pour ça que c'est une Sadaqah Jariyah, tant que cet arbre va produire justement des fruits, par exemple, ou une source d'eau va donner de l'eau. Donc oui, c'est un outil éminemment important dans ce qu'on essaie de faire, et surtout dans la culture islamique qui est la nôtre autour de nous, mais pas seulement. C'est aussi à nouveau des choses qui se font aussi en Occident par ailleurs. Il y a beaucoup d'institutions qui fonctionnent sur ce modèle-là. Donc oui, c'est très clairement quelque chose d'important dans notre démarche. Alors, je vais garder la question d'Amel pour après la vidéo, qui est: quelle est la durée moyenne d'un accompagnement d'une famille réfugiée? Et ensuite, elle vous demande aussi si vous avez obtenu des subventions pour fonder ce centre de formation. Ça c'est quelque chose, Inch'Allah. Je pense qu'il y a quand même un élément qui est assez important, qu'il faut quand même bien remettre en avant, c'est que Inaya Permaculture, l'idée de cette structure est de pouvoir soutenir tout le monde. Tout le monde, ça c'est pas juste les réfugiés, c'est pas juste les Jordaniens, c'est pas juste les Français. C'est l'idée, c'est de vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes
pour leur permettre à tous de pouvoir être en mesure soit de se reconnecter au califat, enfin, un peu prétentieux comme ça, mais, ou de pouvoir au moins pouvoir faire face à des situations où, voilà, on pensait pas au corona à l'époque, Ouais, mais on c'est s'était ça. dit, voilà, il se passe quoi que ce soit au niveau économique, crise économique, pétrolière ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on fait? Personnellement, c'était la question qu'on se posait. Et donc, on se dit, voilà, un maximum de personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là. Comment leur permettre de pouvoir accéder à les compétences qui leur permettront de pouvoir se nourrir dans n'importe quelle circonstance et de la manière la plus saine possible. Et surtout, en étant le plus respectueux possible de son environnement et en utilisant ce qu'il y a autour de soi. Donc, voilà. Donc on n'est pas essentiellement porté, parce que je voudrais pas qu'on ait une fausse image d'Inaya Permaculture qui est en Jordanie et qui travaille sur les réfugiés. Parce que c'est pas le cas. On travaille à partir de la Jordanie. On essaie un maximum de pouvoir reverdir la Jordanie et le Moyen-Orient et travailler à notre échelle à faire en sorte que le monde soit un meilleur monde. Mais l'idée, c'est de diffuser cette connaissance au maximum. On va voir à travers la vidéo, je pense, parce qu'elle elle représente bien justement le type de formation qu'on peut avoir. Et aussi le type de public qui peut être là, intergénérationnel, peut-être interconfessionnel aussi, interculturel, etc. Donc voilà, il y a un beau melting pot et on va voir ça tout de suite, Inch'Allah. Good morning. 1, 2, 3. I'm here at the Sharhabil bin Hasne Eco Park in Jordan to teach a introductory permaculture course. I'm here. I studied to think about how I eat, how I live. I'm here because I recently learned about the importance of living a holistically healthy lifestyle. احنا مجال شغلنا قائم على الزراعة الحضرية والزراعة بالمدن وعلى الأسطح. فحبينا شوي انه نوسع هذا المجال ونصعده شوي لليفل او مستوى اعلى من اللي احنا بنشتغل عليه. جيت هون شاركت عشان حابة اعرف اكثر عن البيرماكلتشر لاني حابة انقذ العالم بطريقة ما واحسن طريقة انه نرجع نعيد زراعته. Be more responsible and to make Jordan more green. This farming method is also healthy for basically healthy for the whole earth. البيرماكلتشر بالنسبة لي أسلوب حياة، انسجام مع نفسك، مع الطبيعة. We talked about the ethics of permaculture, the principles. We talked about some of the topics like soils and water and trees and concepts and themes and methods of design, aspects of earth working and dryland strategies. لحتى نبدأ في تطبيق نظام حياة، تعرف شو أكلت، تعرف شو بين إيديك، بما يتناسب مع ظروفك مع محيطك.
I learned stuff about compost. رب العالمين أعطانا الدنيا مشان نبنيه. How to start from nothing. كيف أحافظ على البيئة اللي حوالي. De répliquer un petit peu ce que la nature fait, subhanallah, parce qu'elle le fait de manière tellement parfaite. Not just normal recycling, it's just recycling everything. ما بصير بس نستنزفها أكثر مما هي استنزفناها قبل هيك. Inshallah, there's a hope. مش competition إنه نكون مع بعض مع التعاون. هون الفكرة إنه كل شيء بناخده من الأرض بنرجعه لهي الأرض عشان نضلها مستمرة. How should we treat Mother Earth? And what are the good practices? Que voilà, c'est le plan à suivre, quoi. C'est la marche à suivre, subhanallah. Donc. C'est ça. We wanted to kind of take the kernels out of each of those topics that were, again, worth covering. Do a little bit of a design exercise, and part of what we did at the end of the course. Open a mind as possible. I think ultimately empower people. Recommend it. Come and do it with your family. Amazing. عائلة جديدة. Knowledge. I feel good now. It was amazing. Absolutely an eye-opener. عائلة جميلة. Wonderful. Nature is just so perfect. Just reconnect. Activated people and inspired them to kind of go out in the world and hopefully do something good. Et tout ça, ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous diriez aux autres enfants de venir ici? Oui. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Directement là-dessus. Alors, on espère que la vidéo vous a donné un petit aperçu de ce qui s'y passe là-bas. C'est plutôt vert, contrairement à l'idée reçue. Voilà. C'est bien spécifique en cette période de l'année, mais alhamdoulilah, ouais. Et puis ça dépend d'où en fait. Le pays est tellement... Il est sur une petite surface, il y a tous les climats et toutes les saisons, parfois même en même temps. Donc on peut trouver un petit peu de tout. Hein. Désert, mer, forêt, voilà. Kadi, toi, tu m'avais dit que donc du coup il y a vraiment des axes spécifiques donc sur lesquels vous ciblez vraiment vos actions. Alors en fait, dès le départ, l'idée d'Inaya Permaculture était d'essayer d'utiliser les différents éléments qui composent la permaculture. Donc on a une partie, la partie mer qui est la partie permaculture. Et là, pour l'instant, d'autres parties qui vont être développées très prochainement, mais qui sont sous-jacentes à ça, qui sont la partie bien-être et santé et la reconnexion en général. Mais en fait, dans la partie permaculture, on a la partie conseil et accompagnement de projet. Donc, des personnes viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai tel terrain, qu'est-ce que je peux faire, dans quelles conditions est-ce que je peux pouvoir développer mon terrain de manière permacole. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie tutoring qui, elle, consiste à soutenir des familles dans leur projet, les former parents et enfants ensemble à la permaculture. Et donc, il y a après cela, c'est pas par ordre de... Mais ensuite, il y a aussi les formations. Et au sein des formations, il y a plusieurs types de formations. Il y a ce qu'on appelle le PDC, qui est la formation de permaculture par essence. En fait, c'est ce qui permet d'avoir le bagage quasi complet pour pouvoir être consultant en permaculture. Donc, généralement, cette partie-là, ce PDC permet aux gens de pouvoir être capables de faire un design. Et le design, c'est ce qui permet de pouvoir optimiser un lieu et le rendre le plus productif possible de la manière la plus efficace et la plus saine
et après avec le moindre effort possible et voilà, à produire de l'abondance, etc. Enfin, tout ce que la permaculture justement essaie de rendre accessible. Voilà. Et donc, du coup, le PDC est souvent en deux parties. Il y a la partie théorique qui est composée de 72 heures, qui permet justement de pouvoir acquérir les compétences pour faire un design. Et il y a la partie, comment est-ce qu'on dit en français? Pratique. Tout simplement pratique, qui permet de pouvoir voilà, mettre un petit peu la main à la pâte et puis pouvoir tout simplement acquérir aussi à travers l'expérience ces pour différentes informations. Vous avez à la fois des personnes donc, qui ont des bourses, donc qui peuvent demander une bourse lorsqu'elles en ont réellement besoin pour des situations très particulières, c'est ça? Et vous avez aussi les personnes qui souhaitent se former, qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui souhaitent avoir une formation, notamment en milieu aride, parce que je crois que c'est ce que vous mettez quand même un peu. C'est pour ça qu'en fait, je disais que la partie mère, c'était le PDC, mais en fait, nous, on a considéré qu'on voulait donner ce type de formation de manière différente. Donc, on a cette formation de PDC, mais on a surtout développé un concept qui est celui qui privilégie le fait de mettre la main à la pâte, en fait, de la partie pratique. Donc, il y a un pourcentage moindre de théorie, mais qui est existant, et on essaie de faire en sorte que les gens partent quasiment clé en main avec les compétences et la possibilité de pouvoir mettre en place leur projet. Donc, en fait, ces projets-là, ces ateliers-là sont plus des ateliers qui sont soit par thématique, c'est-à-dire apprendre à cultiver de A à Z, atelier permaculture en famille, aquaponie, comment développer un système où on peut produire ses protéines animales et fruits, légumes, etc. Tout en enfin, une myriade de thématiques qui permet aux gens de pouvoir venir et de ressortir avec ça en se disant ok, c'est bon, là je peux mettre la main, là je peux directement agir et directement mettre en pratique ce que j'ai appris avec Inaya. Et donc en fait c'est le type de projet qu'on a développé il y a Amel qui a une question Il y a Amel qui avait une question sur l'accompagnement des familles. Combien de temps ça met à peu près d'accompagner une famille vers l'autonomie? Alors, il y a vraiment plein de cas possibles. Si on travaille sur un design, à nouveau, sur un terrain, un design, c'est du long terme. C'est sur, on aime travailler sur une durée vraiment longue, 1 an idéalement, parce qu'on voit comme ça la Terre sous les 4 saisons et on sait comment vraiment adapter les besoins d'une famille à cette terre et l'accompagner tout du long. Après, il y a des formations plus courtes, nous, qu'on a données, qui sont de 5-6 jours, où les gens viennent, on les vraiment met dans un cadre et où on leur donne vraiment un avant-goût, un aperçu. Et je crois que c'est ça qui revient d'ailleurs dans la vidéo. Je pense que c'est un bon exemple pour ça. C'est très important pour nous de sortir les gens de leur quotidien, de les mettre dans ce contexte. Voilà, c'est une parenthèse qu'on leur offre. Donc on a appelé notre formation Reconnect pour ça, pour cette idée de ok, voilà, vous arrêtez un peu votre train quotidien et vous prenez le temps d'une pause dans la nature et on peut plus facilement grâce à ça vous remplir aussi d'autres choses. En tout cas, c'est notre but. C'est vrai comme donc la vidéo le montre, avec des profils très différents qui peuvent venir. Et c'est notre but, c'est que voilà, on distingue pas forcément qui est le boursier, qui est le personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais c'est en tout cas voilà, c'est ce modèle qui nous permet. Donc et là, je pourrais répondre à la deuxième question qui était sur comment on fonctionne en fait au niveau des dons, des subventions, c'est ça? Non, c'est bon. Je vais profiter de ce moment pour lancer un appel. Voilà, on va dire un peu plus formel. On a depuis le début, pour l'instant, insisté sur cette idée de justement pas dépendre de subventions de l'extérieur. Parce qu'on a travaillé dans l'humanitaire. Voilà, on a travaillé dans l'humanitaire, on sait ce que ça demande. Donc, garder une certaine liberté d'action. Exactement. Une liberté
totale, même je dirais, de décision dans comment on utilise les fonds qui nous sont qui nous sont à notre disposition, et de ne pas être juste manipulé d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est tout on va dire le but des campagnes qu'on mène. Donc c'est un autre aspect de notre activité, c'est aussi les campagnes de dons, de collecte de fonds qu'on mène donc là plutôt pour le coup en France. Et donc c'est vrai on devait le faire cette année à nouveau au Bourget. Donc là on le fait comme ça de cette manière-là peut-être. En fait c'est un truc tout bête qu'on propose, mais qui est très 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 efficace pour soutenir justement nos actions, c'est de passer par ce qu'on appelle le petit don régulier. Et donc c'est quelque chose qui est accessible à tous parce qu'il n'y a pas de limite, mais ça nous permet, nous derrière, à nouveau de conserver cette autonomie et de financer donc des formations par exemple, là, comme on l'expliquait, tout au long de l'année. On finance grâce à ça aussi une banque de graines qu'on a commandé. On a des kits pédagogiques, on a en fait tout un ensemble d'outils et l'idée c'est que tout un chacun peut nous soutenir. Donc je crois qu'il y a le lien qui a été mis, il me semble, dans la page Facebook, et vraiment pour les personnes qui, Inch'Allah, souhaitent commencer leur Ramadan de la meilleure des manières, avec quelques jours d'avance, Inch'Allah, en fait vous pouvez cliquer sur le lien que vous allez voir, ça prend vraiment 5 minutes. Juste, vous pouvez même décider de la date, donc vous pouvez même commencer pendant le Ramadan pour que vous assurez que vous ayez toute la baraka de Ramadan déjà au préalable. Et donc, ce qu'on propose, c'est ça, c'est que chacun qui le souhaiterait nous soutienne, mais pas forcément par des grosses sommes, mais par des sommes un peu régulières. C'est aussi pour ce... C'est Hello Asso, hein. C'est une plateforme sécurisée sur laquelle on peut fixer notre don, l'enlever quand on le souhaite et avoir accès à tout ça. Libre, voilà, c'est pas un abonnement téléphonique qu'on vous vend, ça nous permet, mais même si c'est des petites sommes, mais réellement derrière. Sachez que c'est un don permacole, donc du coup c'est fructifié encore et encore, c'est-à-dire que si vous faites un petit don pour la banque de graines, et cette graine-là va être replantée, puis on va réutiliser les graines parce que c'est des graines en semences libres. Donc, du coup, elles n'ont pas été brevetées, donc elles vont pouvoir redonner des fruits. Ouais. Et s'il vous reste une dernière chose à faire sur Terre, planter des graines, donc du coup, ça peut être... Si vous voulez le faire avec nous, ça sera avec honneur aussi qu'on essaiera sur le terrain. Et redonner l'autonomie des gens et leur... Ouais. Et en gros, c'est clairement une sadaka jaria en fait. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais donc j'insiste parce que je sais que Shaitan il est aussi là pour toujours repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Ça prend vraiment 3 minutes. On vous demande juste votre nom, votre email. Vous décidez du montant, vous sortez votre carte de crédit, vous mettez les numéros, vous cliquez Bismillah. Et Inch'Allah, ça va être un test aussi pour nous aujourd'hui, justement, de voir si de cette manière-là, puisqu'on le fait souvent en allant à la rencontre des gens, là, on le fait à travers un écran, mais on espère, Inch'Allah, qu'en tout cas, à nouveau, si c'est des projets qui vous parlent, juste de garder un tout petit peu de votre temps encore ce soir, c'est 5 minutes pour vraiment une action, Inch'Allah, dont je pense qu'Inch'Allah, vous bénéficierez. Et voilà, c'est à nouveau l'action la meilleure. C'est celle qui est petite mais constante. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on essaie de mettre en œuvre. Et pour avoir été, pour avoir fait partie des campagnes de dons au salon de la permaculture à Paris avec vous, qui était quand même une sacrée expérience et un sacré challenge pour récolter des dons au milieu de personnes non musulmanes qui nous avaient qui avaient été sensibles à ce projet. Il y a des choses vraiment extraordinaires qui se sont passées et notamment une dame qui était revenue avec les photos d'un jardin d'une famille que vous aviez accompagnée et au bout d'un an, ils avaient de quoi se nourrir eux-mêmes et être autosuffisants. Et les enfants, en fait, machallah, tous les matins, allaient au jardin et venaient en fait s'éduquer avec la nature. Ça reprend un petit peu aussi Éducamuse Nature de Johanna. S'éduquer avec les plantes, s'éduquer avec la façon dont on jardine, etc. C'est quelque chose qui vient enrichir toute une famille et redonner un petit peu le rôle de chacun
dans cette dimension-là, et c'est très très beau, machallah. C'est clair. Et si je peux juste ajouter une chose, c'est que on est en transition. On a fait ce voyage. L'idée, c'était de pouvoir se poser, et de vivre complètement dans la nature, en harmonie avec tout ça. Mais en fait, on est sorti de la ferme pour pouvoir être en mesure de pouvoir toucher aussi le maximum de personnes et pour pouvoir concrétiser ce projet au maximum. Et en fait, là, on a parlé d'écran tout à l'heure, mais ça fait aussi partie de la transition, parce que ceux qui nous connaissent le savent, technologie, surtout moi, technologie et toutes ces... Enfin, voilà, bref. Mais, le moins connecté possible. Mais justement, en fait, là, avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est celle du corona, qui a... Je sais que je risque d'en perturber certains, mais énormément de bienfaits. Et bon, sans nier tous les à côté et tout ce qui s'y passe et les morts, etc. C'est un très beau rêve. C'est un très beau rêve. Et en fait, là, il va nous permettre concrètement d'aller dans cette dimension de allier le meilleur du passé avec le meilleur du présent, c'est-à-dire la technologie, puisque là, en fait, on était prêt à lancer une campagne pour nos prochains projets qui était parce qu'en fait on est en ville pour pouvoir aider les gens en ville. Donc l'idée c'est qu'on développait aussi des formations pour apprendre aux gens à vivre, la permaculture urbaine, la permaculture urbaine. Et donc du coup là, ce qu'on va lancer, ce que ces fonds permettront de pouvoir soutenir, ce sont des formations en ligne. Qui pourront permettre de former en France, en Jordanie et même ailleurs un maximum de personnes à toutes ces dimensions-là, que ce soit en ville ou ailleurs. Donc voilà. L'idée, c'est de... Juste une dernière petite question avant qu'on termine. Quelle est la composition de votre public en France? En fait, on se demande... donc la personne se demande est-ce que vous avez déjà accompagné des non-musulmans? Je pense que oui. Oui. Dans nos formations... Très éclectique, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il y a... Voilà. Et en France, on a ce bonheur aussi d'avoir des formations, alhamdoulilah, où souvent c'est moitié musulman, moitié non-musulman. Et du coup, des échanges vraiment... Comme l'île aux décombres, un petit peu, le public est très éclectique. Et pour moi, l'avoir vécu au salon Permaé, tout le monde est emballé par le projet. Il n'y a vraiment pas de différence. Voilà, c'est une belle manière de faire de la dawa aussi. Une dawa aussi, on peut le dire. C'est un peu ça. Oui. Merci. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on se souvienne qu'en fait on est tous, qu'on soit musulmans, non musulmans, quand on commence à travailler la terre ensemble, on se rend compte qu'en fait c'est différent, on est tous on est tous les mêmes. Travaillons la terre ensemble et travaillons la terre ensemble et voilà. Pour la transition. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence et vos questions. Inch'Allah, que Dieu vous facilite ce projet. On est là. On a besoin de vos doigts, surtout vos doigts. On soutient ces beaux projets. Désolée pour le retard encore. Désolée. Passez une très belle soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous. Salam.